Ma femme a demandé le divorce et a calmement énuméré ce qu'elle voulait, le pavillon, les comptes en banque, les voitures. Puis elle a ajouté une phrase qui a glacé l'atmosphère, « Je ne veux pas de l'enfant ». Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête et j'ai signé. Alors que les documents glissaient sur la table, son avocat a retenu son souffle pendant une seconde. J'ai 36 ans, marié depuis 8 ans, père d'une petite fille de 5 ans, et je viens d'apprendre que certaines personnes jettent tout ce qui ne correspond pas à leur nouveau plan de vie. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine. Elle était ambitieuse, déterminée, gravissant rapidement les échelons dans une grande entreprise à la défense. J'admirais cela chez elle. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation, avons une autre fille après 3 ans de mariage. Tout semblait normal. Bien, même. Ou peut-être étais-je simplement aveugle à ce qui se préparait sous la surface. Le problème a commencé il y a environ 1 an. Elle est devenue distante, a commencé à travailler tard plus souvent, a fait des voyages d'affaires qui semblaient plus longs que nécessaire, rentrait épuisée mais curieusement stimulée par quelque chose que je ne pouvais pas identifier. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu qu'elle était stressée, que le travail était exigeant, que je ne comprendrais pas car ma carrière n'était pas aussi stressante que la sienne. J'ai laissé couler. J'ai pris plus de responsabilités à la maison, fait plus avec notre fille, les trajets en voiture pour l'école maternelle, les devoirs, le repas du soir, le coucher. Elle rentrait à 20h ou 21h, mangeait ce que je lui avais gardé, puis disparaissait dans son bureau pour encore 2 heures. La distance entre nous s'est creusée pour passer de quelques centimètres à des kilomètres alors que nous vivions toujours sous le même toit dans notre pavillon de banlieue parisienne. Il y a 3 mois, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. Juste comme ça. Au petit déjeuner un samedi. Notre fille était chez sa grand-mère pour le week-end. Le timing n'était pas une coïncidence. Je veux un divorce. J'ai posé mon café, je l'ai senti refroidir dans ma main. Quoi? Je ne suis pas heureuse. Je ne le suis plus depuis un moment. Je veux partir. Pouvons-nous en parler? Essayer une thérapie de couple? Non, j'ai pris ma décision. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu as parlé à un avocat avant de m'en parler? J'avais besoin de connaître mes options. Tes options, d'accord. Elle m'a tendu une carte de visite. Son avocat. Elle m'a dit de prendre le mien. Elle a dit que nous pouvions régler cela civilement. Comme si nous négocions un contrat commercial au lieu de mettre fin à un mariage. Comme si notre fille était un actif à diviser plutôt qu'un être humain qui allait perdre sa famille. J'ai engagé un avocat cette semaine-là. Un bon. Recommandé par un ami qui avait traversé un divorce difficile. Il m'a dit de tout documenter. Les dossiers financiers, les communications, les routines quotidiennes avec notre fille. Chaque instant que je passais à être le parent qu'elle avait cessé d'être. Tout. 2 mois d'aller-retour. Son avocat envoyait des propositions, le mien contrait. Se battre pour les biens que nous avions construits ensemble, pour le pavillon que nous avions acheté, pour les comptes d'épargne, les placements et les voitures. Chaque courriel ressemblait à une nouvelle coupure, à un autre morceau de notre vie qui était divisé et distribué. Puis est venue la séance de médiation. La semaine dernière. Nous deux, les 2 avocats, un médiateur, une salle de réunion dans un cabinet professionnel du centre de Paris, froide, appropriée à ce qui allait se passer. Nous étions assis l'un en face de l'autre. Son avocat a exposé ses exigences. Elle voulait le pavillon. C'était logique, disait-elle. C'était dans un bon secteur scolaire. Elle voulait le compte d'épargne principal, le portefeuille d'investissement, les 2 voitures. Elle me donnerait la plus vieille, celle avec 240 000 km au compteur qui démarrait à peine les matins froids. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Mon avocat prenait des notes, faisait des marques sur sa copie de ses propositions, soulignait des choses, entourait des chiffres, construisant notre contre-argument point par point. Puis elle l'a dit. Les mots qui ont tout changé. Et je ne veux pas de la garde. Il peut avoir la résidence habituelle exclusive. Je ne veux pas de l'enfant. La pièce est devenue silencieuse. La médiatrice a levé les yeux de ses notes. Mon avocat a cessé d'écrire au milieu d'un mot. Le visage de son avocat a pâli. Même l'horloge au mur a semblé s'arrêter de faire tic-tac. L'air lui-même semblait différent, plus lourd.
Je l'ai fixé. Tu ne veux pas de notre fille? Non. Je commence un nouveau poste. Cela nécessite des voyages, de longues heures de travail. Je ne peux pas être un parent isolé et faire ce travail. Tu es de toute façon plus doué avec elle. Elle a 5 ans. Je sais quel âge elle a. C'est ta fille. J'en suis consciente. Mais je suis réaliste. Je ne peux pas lui donner l'attention dont elle a besoin. Toi, tu le peux. Tu fais déjà la majeure partie du travail parental de toute façon. Parce que tu n'es jamais à la maison. Exactement. Et je ne serai pas plus à la maison avec ce nouveau travail. Donc il est logique que tu aies la résidence exclusive. C'est le choix logique. Son avocat s'est penché en avant, s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous faire une pause. En discuter en privé. Il n'y a rien à discuter, a-t-elle dit. J'y ai longuement réfléchi. C'est ce que je veux. C'est ce qui est logique pour tout le monde. J'ai regardé mon avocat. Il l'a regardée comme si elle venait de faire une révélation choquante. Comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait d'une mère à propos de son propre enfant. Puis il m'a regardé, a légèrement haussé les sourcils. Je savais ce qu'il pensait. Cela changeait tout. Chaque calcul, chaque stratégie, chaque point de négociation. Très bien, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. Le stylo de la médiatrice s'est figé. La bouche de son avocat s'est légèrement ouverte. Même mon ex-femme avait l'air surprise. Très bien. Oui. Je prendrai la résidence habituelle exclusive. L'autorité parentale conjointe met la résidence principale et exclusive chez moi, en fait. Pas de calendrier de visite à moins qu'elle ne le demande spécifiquement. Son avocat a commencé à parler. Ma cliente devrait conserver une certaine. Votre cliente veut-elle la garde? Ai-je demandé. Veut-elle notre fille? Il l'a regardée. Elle a secoué la tête sans hésitation. Alors je prendrai la résidence exclusive. La résidence habituelle complète. Elle pourra avoir des visites supervisées si elle le souhaite, à mes conditions, quand je déciderai que c'est approprié. Mon avocat tapait rapidement sur son ordinateur portable, apportant des modifications à l'accord en temps réel. Ses doigts volaient sur les touches, restructurant tout. Et en échange, ai-je continué, je veux le pavillon. Je veux le compte d'épargne principal. Je veux la meilleure voiture. Elle peut avoir le portefeuille d'investissement et la vieille voiture. Son avocat a commencé à objecter. Ce n'est pas équitable. J'ai interrompu. Elle renonce à la résidence de son enfant, complètement, volontairement. Cela change tout. Tous les calculs que vous avez faits ne valent plus rien maintenant. Mon avocat a fait glisser un document révisé sur la table. Mon client est prêt à signer aujourd'hui, tout de suite, si votre cliente accepte ces conditions. Plus de négociations, plus d'aller-retour. Voici l'offre. Je l'ai regardé le lire. J'ai vu ses yeux parcourir les pages. Je l'ai vu calculer, pesant son nouveau poste par rapport à sa fille, par rapport au pavillon, par rapport à tout le reste. La regarder décider ce qui comptait le plus. Elle a signé. Juste comme ça. A pris le stylo et a signé. A paraphé chaque page. N'a pas hésité. N'a pas pleuré. Ne m'a pas regardé. N'a pas demandé à voir notre fille une dernière fois avant de rendre cela définitif. Alors que les papiers glissaient sur la table vers son avocat, il a retenu son souffle pendant une seconde. A vraiment retenu son souffle. Sa poitrine ne bougeait plus. Son visage est devenu blanc. Il a regardé sa cliente comme s'il ne la reconnaissait pas. Comme si la personne assise à côté de lui était une étrangère portant le visage de sa cliente. « Êtes-vous certaine ?» lui a-t-il demandé. Sa voix était basse, presque suppliante. « Oui. Vous comprenez ce que vous acceptez? C'est définitif. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez facilement annuler. Je sais lire. Oui, j'en suis certaine. J'ai signé mes exemplaires. Mon avocat a signé comme témoin. La médiatrice a signé avec un regard désapprobateur qu'elle n'a pas essayé de cacher. Fait. Terminé. 8 ans se sont achevés dans une salle de réunion un mardi après-midi. Première mise à jour. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard.
Rapide pour un divorce par consentement mutuel. Mais lorsque les deux parties sont d'accord et qu'il n'y a pas de bataille pour la résidence de l'enfant, les choses vont vite. Aucun juge ne veut faire traîner quelque chose que les deux personnes veulent terminer. J'ai gardé le pavillon, les économies, la voiture, j'ai obtenu la résidence habituelle exclusive de notre fille. Elle a eu le portefeuille d'investissement, la vieille voiture, sa liberté. Tout ce qu'elle disait vouloir. Elle a déménagé ce week-end-là. A fait ses bagages pendant que notre fille était à l'école maternelle. Je m'en suis assuré. Je ne voulais pas qu'elle voie sa mère partir. Je ne voulais pas avoir à expliquer pourquoi maman emportait ses vêtements mais ne nous emmenait pas. Je ne voulais pas que ce souvenir reste gravé dans son esprit. Je l'ai dit à notre fille ce soir-là. Je l'ai fait asseoir après le repas du soir. J'ai essayé de trouver des mots qui ne la briseraient pas. J'ai cherché un langage qui aurait du sens pour une enfant de 5 ans sur les raisons pour lesquelles sa mère avait choisi de partir. Maman et moi allons vivre dans des maisons différentes maintenant. Pourquoi ? Parce que parfois, les grandes personnes ont besoin de choses différentes. Mais tu vas rester ici avec moi, dans ta chambre, avec tous tes jouets. Quand est-ce que maman revient ? Elle ne revient pas vivre ici. Mais tu pourras toujours la voir de temps en temps. Quand ? Quand elle aura du temps. Elle a un nouveau poste qui l'occupe beaucoup. Elle ne veut pas me voir ? Cette question m'a détruit. A brisé toutes les défenses que j'avais construites. Bien sûr que si. Elle est juste très occupée par le travail. Ma fille a pleuré, a demandé pourquoi sa maman ne l'aimait plus. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai expliqué avec douceur. Je lui ai dit que sa maman l'aimait beaucoup. Que parfois, les adultes prenaient des décisions compliquées. Que rien de tout cela n'était de sa faute. Sachant qu'elle ne le croirait pas totalement. Sachant qu'elle porterait ce fardeau. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là. Je suis resté dans sa chambre, me suis assis sur la chaise près de son lit, les regarder dormir. Je me suis demandé quel genre de personne renonçait à son enfant pour un travail. Je me suis demandé comment j'avais pu manquer les signes indiquant que la femme que j'avais épousée était capable de cela. Mon ex-femme m'a envoyé un message le lendemain matin. Est-ce qu'elle va bien ? Non, elle ne va pas bien. Elle pense que tu ne l'aimes pas. Je l'aime pourtant. C'est juste mieux pour tout le monde. Mieux pour toi, tu veux dire. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je ne rends rien difficile. C'est toi qui es parti. Elle n'a pas répondu, n'a renvoyé aucun message, rien. Juste le silence. Le même silence avec lequel notre fille allait grandir. Deuxième mise à jour. 2 semaines après son déménagement, j'ai découvert pourquoi elle voulait vraiment divorcer. Pourquoi elle travaillait tard. Pourquoi elle avait été si impatiente de renoncer à la garde. La vérité que je soupçonnais, mais que je ne voulais pas croire. Une amie commune m'a appelé. Elle m'a demandé si je savais. J'ai répondu, si je savais quoi ? Elle m'a dit que mon ex-femme entretenait une relation avec quelqu'un au travail depuis plus d'1 an. Son supérieur hiérarchique. Celui qui lui accordait la promotion. Celui avec qui elle voyageait. La raison de toutes ces soirées tardives et de ces voyages d'affaires. Je pensais que tu savais, a dit mon ami. Je pensais que c'était pour ça que vous aviez divorcé. Non. Je ne savais pas. Elle a juste dit qu'elle n'était pas heureuse. Je suis désolé. Je supposais que tu savais. Tout le monde dans son entreprise est au courant. Ils ont été assez ouverts à ce sujet depuis votre séparation. J'ai raccroché, je suis resté assis là à digérer les soirées tardives, les voyages d'affaires, la distance. Tout cela prenait un sens maintenant. Elle n'avait pas cessé d'aimer notre mariage. Elle était tombée dans autre chose, amoureuse de quelqu'un d'autre. Et notre fille n'était que des dommages collatéraux. J'ai appelé mon avocat. Je lui ai raconté ce que j'avais appris. Il est resté silencieux pendant un long moment. Est-ce que ça change quelque chose ? Ai-je demandé. Légalement ? Non. Vous êtes divorcés. La résidence est réglée. Financièrement, vous avez fait une meilleure affaire parce que vous avez pris la résidence. Mais personnellement ? Oui, ça explique beaucoup de choses. Puis-je utiliser cela pour modifier quoi que ce soit ? Modifier quoi ? Vous avez le pavillon, les économies,
la résidence exclusive. Que voulez-vous de plus? Il avait raison. J'avais obtenu tout ce qui comptait. Le pavillon pour notre fille, les économies pour subvenir à ses besoins, la résidence exclusive pour la protéger. Mon ex-femme avait échangé tout cela contre une promotion et une relation. Elle avait calculé la valeur de sa fille par rapport à sa nouvelle vie et avait décidé que sa fille ne valait pas la peine d'être gardée. Mais je voulais qu'elle fasse face aux conséquences. Je voulais que les gens sachent ce qu'elle avait fait. Pas seulement la relation. Mais le renoncement à notre fille. Le choix d'un autre chemin plutôt que son propre enfant. Puis-je dire aux gens qu'elle a renoncé à la résidence? Vous pouvez le dire à qui vous voulez. Ce n'est pas confidentiel. C'est du domaine public. La question est de savoir si vous devriez le faire. Pourquoi ne devrais-je pas? Parce que votre fille grandira, posera des questions, fera des recherches sur sa mère un jour. Voulez-vous qu'elle découvre que sa mère a renoncé à elle en lisant des choses en ligne? En voyant des étrangers en discuter? Il avait raison. Encore une fois. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de protéger ma fille. De m'assurer qu'elle ait la meilleure vie possible malgré les choix de sa mère. De ne pas aggraver une situation qu'il était déjà. Troisième mise à jour. Un mois après le divorce, la mère de mon ex-femme m'a appelé. Mon ex-belle-mère. Elle pleurait. La voix se brisait tous les quelques mots. Est-ce vrai? A-t-elle vraiment renoncé à la résidence? Oui. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Il faudrait lui demander. Je l'ai fait. Elle refuse de me parler. Dit que ça ne me regarde pas. Mais c'est ma petite fille. Comment est-ce que ça ne me regarde pas? Je ne sais pas quoi vous dire. Elle a fait son choix. Elle a expliqué ses raisons en médiation. Nouveau poste, voyage, longues heures. A dit qu'elle ne pouvait pas trouver l'équilibre. Puis-je encore la voir? Ma petite fille? S'il vous plaît, je ne peux pas la perdre, elle aussi. Bien sûr. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Vous n'avez pas divorcé de nous, elle, si. Vous êtes toujours sa grand-mère. Elle est venue ce week-end-là. A apporté des cadeaux pour notre fille. A joué avec elle pendant des heures. Lui a lu ses livres préférés. A construit des tours de blocs élaborés que notre fille a renversés avec joie. A pleuré quand elle l'a mise au lit. Je ne comprends pas, m'a-t-elle dit après. Ses mains tremblaient. Je l'ai élevée mieux que ça. Comment une mère peut-elle simplement s'en aller? Je me pose la même question toutes les nuits. Son père et moi sommes dévastés. Nous avons essayé de lui parler. Elle ne veut pas écouter. Dit que nous sommes dramatiques. Que beaucoup de pères ont la résidence exclusive. Que ce n'est pas différent juste parce qu'elle est la mère. Sauf que c'est différent. Parce qu'elle a choisi cela. Elle a choisi sa carrière au détriment de sa fille. A fait un calcul et a décidé que la résidence ne valait pas le pavillon et le compte d'épargne. Je sais. Et je ne le lui pardonnerai jamais. Jamais. C'est ma fille, mais je ne la reconnais plus. Elle est partie ce soir-là. M'a serré dans ses bras à la porte. M'a dit que j'étais un bon père. Que notre fille avait de la chance de m'avoir. Je ne me sentais pas chanceux. Juste triste que ma fille doive grandir avec une mère qui ne l'avait pas choisie. Qui l'avait placée dans la colonne des pertes d'une négociation de divorce. Quatrième mise à jour. 3 mois après le divorce, je suis tombé sur elle dans un café parisien. Elle était avec lui. Son supérieur. La raison de tout. La personne qu'elle avait estimée valoir plus que son mariage et sa fille. Elle m'a vu. A eu l'air mal à l'aise. J'étais avec notre fille. Elle me tenait la main. Réclamait un petit gâteau de la vitrine. Montrait du doigt celui avec le glaçage rose. Salut, a dit mon ex-femme. Salut. Comment allez-vous? Bien. Nous allons bien. Elle a baissé les yeux vers notre fille. Salut, ma chérie. Tu te souviens de moi? Notre fille s'est cachée derrière ma jambe. N'a pas répondu. A serré ma main plus fort. Elle a tellement grandi, a dit mon ex-femme. Comme si elle commentait l'enfant d'un voisin. La fille de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que font les enfants.
Surtout en 3 mois. Puis-je lui parler? Juste une minute? J'ai baissé les yeux vers notre fille. Elle secouait la tête. S'accrochait à ma jambe. Se faisait toute petite. Je ne pense pas qu'elle en ait envie pour le moment. S'il te plaît. Je suis sa mère. Tu as renoncé à la résidence. Tu n'as pas le droit d'exiger du temps quand ça t'arrange. Son supérieur s'est avancé. Et, ne rend pas les choses difficiles. Elle essaie juste de dire bonjour à sa fille. Ne rend pas les choses difficiles? C'est toi qui. Je me suis arrêté. J'ai baissé les yeux vers ma fille. Elle avait peur, elle était confuse. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Pas dans un café. Pas sous ses yeux. Nous partons, ai-je dit. J'ai pris notre fille dans mes bras. Je suis parti sans commander. J'ai entendu mon ex-femme m'appeler. J'ai continué à marcher. Je suis arrivé à la voiture. J'ai attaché notre fille dans son siège auto. Ses mains tremblaient encore. Dans la voiture, ma fille a demandé « Pourquoi maman ne vit pas avec nous ?» Parce qu'elle a choisi de vivre ailleurs. Avec d'autres personnes. Dans une autre vie. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non. Tu n'as rien fait. Cela n'a rien à voir avec toi. Il s'agit d'elle qui fait des choix qui ne nous incluent pas. Est-ce qu'elle reviendra un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais pas. Mais tu m'auras toujours, moi. Toujours. 5e mise à jour. 6 mois après le divorce, j'ai reçu une lettre de l'avocat de mon ex-femme. Elle voulait modifier l'accord de résidence. Voulait des droits de visite. Voulait voir notre fille 2 week-ends par mois. Comme si elle pouvait simplement changer d'avis quand cela redevenait pratique. J'ai appelé mon avocat. Peut-elle faire ça? Elle peut demander. Cela ne veut pas dire qu'elle l'obtiendra. Les tribunaux n'aiment pas modifier les accords de résidence lorsqu'ils fonctionnent. Et vous avez la résidence exclusive. Elle y a renoncé volontairement. Devant des témoins. Avec son propre avocat pour la conseiller. Alors, que dois-je faire? Vous pouvez accepter des visites volontaires à vos conditions. Ou vous pouvez l'obliger à aller devant le juge aux affaires familiales et à se battre pour l'obtenir. Ce qui lui coûtera de l'argent et ne marchera probablement pas. Les juges ne voient pas d'un bon œil les parents qui renoncent à la résidence puis veulent la récupérer. J'y ai réfléchi. À ma fille. À ce qui était le mieux pour elle. Pas pour moi. Pas pour mon ex-femme. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour notre fille qui demandait toujours pourquoi maman était partie. Dites à son avocat qu'elle peut avoir des visites supervisées. Un samedi après-midi par mois. 2 heures. Dans un lieu neutre. Mon choix de superviseur. C'est assez restrictif. Elle a renoncé à la résidence volontairement. Elle n'a pas le droit de revenir comme une fleur quand elle est prête. Elle doit prouver qu'elle est impliquée. Qu'elle ne disparaîtra pas à nouveau quand ce sera gênant. L'avocat a transmis mes conditions. Son avocat a refusé, a dit que c'était trop restrictif. Que sa cliente avait des droits. Mon avocat lui a rappelé que sa cliente avait volontairement renoncé à ses droits, avait signé des papiers déclarant explicitement qu'elle ne voulait pas la résidence, qu'elle ne pouvait pas gérer le rôle de parent. Ils ont accepté. Un samedi après-midi par mois. 2 heures, sous la surveillance de ma mère. Dans un parc près de chez moi. Limité. Contrôlé. Sûr pour ma fille. La première visite fut gênante. Mon ex-femme est arrivée avec 20 minutes de retard. A apporté des jouets coûteux comme si elle pouvait racheter l'affection de notre fille. Des poupées de luxe, des fournitures d'art sophistiquées, des choses auxquelles elle n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Notre fille lui a à peine parlé. Est restée près de ma mère. N'arrêtez pas de demander quand elle pourrait rentrer à la maison. Après 2 heures, ma mère l'a ramenée. C'était douloureux à regarder. Comment allait-elle? Ton ex? Désespérée, en faisant trop, surcompensant. Ta fille? Effrayée, confuse. Elle ne connaît plus cette personne. Cela fait trop longtemps. Dois-je arrêter les visites? Non. Ta fille doit décider par elle-même de la relation qu'elle veut avec sa mère.
Mais elle a besoin de temps. Et sa mère doit la mériter. À chaque visite. Dernière mise à jour. Cela fait 1 an depuis le divorce. 1 an depuis que ma femme s'est assise dans cette salle de réunion et a dit qu'elle ne voulait pas de notre fille. 1 an depuis que son avocat a retenu son souffle en réalisant ce qu'elle venait de signer. Les visites supervisées continuent. 1 fois par mois. 2 heures. Mon ex-femme se présente, généralement à l'heure maintenant. Apporte des cadeaux. Essaie de créer un lien avec une fille qui la connaît à peine. Qui l'appelle par son prénom au lieu de maman. Parfois, notre fille pose des questions sur elle entre les visites. Parfois non. Je ne la pousse jamais. Je ne la force jamais. Je la laisse assimiler cela à son propre rythme. Mon ex-femme a eu sa promotion. Voyage constamment. Vit avec son supérieur dans un appartement dans le centre de Paris. A posté des photos sur les réseaux sociaux de dîners élégants. Des vacances dans des endroits que notre fille ne verra jamais avec elle. Sa nouvelle vie qui n'inclut pas de place pour un enfant de 5 ans. Qui n'a jamais été conçu pour en inclure un. Ses parents rendent toujours visite régulièrement. Chaque semaine. Ils sont devenus une constante dans la vie de notre fille. Ils comblent le vide laissé par leur fille. Ils s'excusent constamment. Je leur dis qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Ils n'ont pas abandonné leur petite fille. Elle l'a fait. Leur fille a fait son choix. Et ils essaient d'atténuer les dégâts. Les gens me demandent comment je vais. Si je vois quelqu'un. Si je suis en colère. Si je la déteste. Je leur réponds que je me concentre sur ma fille. Pour m'assurer qu'elle sait qu'elle est aimée. Que les choix de sa mère ne sont pas de sa faute. Qu'elle vaut plus que n'importe quel travail, relation ou promotion. Que le fait d'être délaissé ne définit pas sa valeur. La vérité est que j'ai cessé d'être en colère il y a des mois. La colère nécessite de s'en soucier. Et je ne me soucie plus de mon ex-femme. Elle m'a montré exactement qui elle est. A montré à tout le monde qui elle est. Et je suis reconnaissant. Reconnaissant qu'elle l'ait révélé maintenant au lieu de dans 10 ans. Reconnaissant d'avoir obtenu la résidence exclusive avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. Reconnaissant que ma fille soit en sécurité avec moi au lieu d'être délaissée morceau par morceau au fil des ans. Quand le papier a glissé sur cette table et que son avocat a retenu son souffle. C'était parce qu'il avait réalisé ce qu'elle avait fait. Ce à quoi elle avait renoncé. Pas seulement à la résidence. Mais à toute prétention de supériorité morale. À toute sympathie. À toute prétention d'être une bonne personne ayant fait un choix difficile. Elle s'était complètement révélée en 4 mots. Je ne veux pas l'enfant. Elle a échangé sa fille contre une promotion. Et tout le monde dans cette pièce le savait. Savait qu'elle vivrait avec ce choix pour le reste de sa vie. Savait qu'elle devrait l'expliquer aux gens. À de futurs partenaires qui se demanderaient quel genre de mère elle était. À notre fille quand elle serait assez grande pour demander pourquoi. Quand elle serait assez grande pour lire les papiers du divorce et voir ces mots en noir et blanc. Je n'ai pas discuté parce que je n'en avais pas besoin. Elle s'était déjà détruite avec ses propres mots. Des mots qui la définissaient complètement. Des mots qui montraient à tout le monde exactement ce qui comptait pour elle. Ce qu'elle appréciait et ce qu'elle n'appréciait pas. J'ai hoché la tête et j'ai signé parce que j'obtenais exactement ce que je voulais. Ma fille. En sécurité. Avec moi. Loin de quelqu'un qui la voyait comme un inconvénient. Comme quelque chose à échanger contre une meilleure voiture et un plus gros salaire. Et alors que ses papiers glissaient sur la table et que le visage de son avocat devenait blanc. Je savais que j'avais gagné. Non pas parce que je l'avais battu lors du divorce. Non pas parce que j'avais obtenu la meilleure offre financière. Mais parce que j'avais sauvé ma fille de grandir avec une mère qui ne l'avait pas choisie. Qui l'avait fait se sentir indésirable avant qu'elle ne soit assez grande pour comprendre pourquoi. Certaines victoires ne sont pas une question de vengeance. Elles sont une question de protection. Il s'agit de s'assurer que les personnes que vous aimez sont à l'abri des personnes qui prétendent les aimer mais qui ne savent pas comment faire. Qui calcule l'amour comme une transaction commerciale et le trouve toujours insuffisant. Ma fille est en sécurité maintenant. Aimée. Choisie. Chaque jour. Et c'est tout ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. Le pavillon, les économies, l'accord de résidence.
Tout cela n'était que de la paperasse. Ce qui compte, c'est qu'elle sache sans aucun doute qu'elle est désirée. Qu'elle vaut la peine d'être gardée. Que quelqu'un la choisit complètement et sans hésitation. Que son père ne l'échangera jamais contre rien au monde. Commentaire, je tenais à vous dire que cette histoire m'a fait réfléchir sur l'importance de poser des limites claires dans notre vie. Quand on se respecte soi-même, on apprend à protéger ceux qu'on aime avec fermeté et douceur. La responsabilité d'un parent se mesure au choix quotidien que l'on fait pour offrir de la stabilité. J'ai réalisé qu'il est possible de choisir la paix intérieure même après une séparation douloureuse. La guérison commence vraiment quand on se concentre sur l'amour inconditionnel qu'on peut donner. Vous méritez tous de vous entourer de personnes qui vous choisissent pleinement. Garder sa bienveillance tout en affirmant ses valeurs, voilà une vraie force. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et vos proches. Et surtout, rappelez-vous que la tendresse et la constance sont les plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à un enfant. Merci d'être là et de continuer à avancer avec courage et bienveillance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.